Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lunch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous abordons les discussions en cours à l'Organisation des Nations Unies pour établir un cadre de coopération fiscale internationale plus inclusif. Souvenez-vous, en décembre 2023, l'Afrique a réussi un coup de maître, évidemment avec tous ses autres partenaires, en obtenant une résolution qui permet de lancer effectivement ces discussions. Et aujourd'hui, elle a 4 représentants dans le comité ad hoc. Oui, vous avez bien entendu, 4 représentants. Le Maroc, l'Égypte, le Kenya et le Ghana sont sur le devant de la scène. L'Afrique vous regarde. Mais où en sont ces discussions préliminaires? Comment les institutions et la société civile africaine, ainsi que les sociétés civiles partenaires de l'Afrique, se préparent-ils à ce grand changement? Ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout, nous avons sélectionné pour vous les paroles d'experts de renom qui vous partageront leurs avis sur l'évolution des choses. En attendant, vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale et regarder tous les autres programmes dans notre chaîne. Mais aussi, vous pouvez aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sur le lien podcast avec s.taxjustice.net et vous recherchez votre programme en français. Pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, page Impôts et justice sociale, Twitter, hashtag Impôts social, et nous sommes aussi sur l'application Stitcher et tous les autres podcasts qui existent. Je termine enfin en disant que pour la deuxième fois, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour obtenir le doublage de voix de nos experts. Et oui, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Toute la connaissance nécessaire sera disponible pour vous grâce à votre podcast offert par Tax Justice Network. Voilà pour la une, un peu trop longue. À tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais en une, nous vous apportons une série d'experts qui partageront avec vous quelques informations, quelques connaissances sur les grandes discussions qui ont actuellement cours dans le cadre des Nations Unies pour la mise en place d'un cadre de coopération fiscale internationale beaucoup plus inclusif avec à la clé peut-être une convention fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Cela a toujours été la bataille du Tax Justice Network, l'organisation qui pendant longtemps a rappelé qu'une fiscalité mondiale qui est tranchée, qui est organisée selon les intérêts d'un seul groupe des États pourrait être préjudiciable à un ensemble d'autres. Alors, pour commencer ce podcast, nous donnons la parole, ou alors nous écoutons Alex Copham. Il est économiste et directeur exécutif de Tax Justice Network. Il explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le nexus entre la justice fiscale et les objectifs de développement sont plus que jamais importants. Il partageait cette opinion à l'occasion de la présentation de son livre qui est intitulé « La justice fiscale, ce que nous en savons et ce que nous devons de faire ». Écoutez Alex Copham. You can see
Vous pouvez constater, en repensant à nouveau à l'évolution entre 2003 et 2013, qu'en 2003, nous avions les objectifs du millénaire pour le développement comme cadre de référence, et il s'agissait essentiellement d'améliorer l'efficacité de l'aide. La fiscalité n'était pas mentionnée. En 2015, et il faut souligner que la Norvège a joué un rôle prépondérant dans ce changement, lorsque les objectifs de développement durable ont été adoptés, il était évident que le monde et la perception du développement avaient évolué. Quelques points clés méritent d'être soulignés. Premièrement, les ODD ne s'appliquaient plus uniquement aux pays en dessous d'un certain seuil de revenus par habitant, mais à tous les pays, quel que soit leur niveau de revenus. Le développement concerne tout le monde, voyez-vous. Deuxièmement, la fiscalité a été reconnue comme le principal levier de mise en œuvre de l'ensemble du cadre, admettant que loin d'être un aspect négligeable, c'est en réalité le premier point à régler pour que tout le reste puisse suivre et atteindre ses objectifs de développement. Troisièmement, un objectif visant à endiguer les flux financiers illicites, dont l'abus fiscal des entreprises constitue la majeure partie, a été fixé. Ces avancées découlent en grande partie des travaux soutenus par la Norvège au sein du panel Mbeki, le panel de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, qui, de 2011 à 2015, a posé les bases de l'adoption mondiale d'un objectif de lutte contre ces flux et de la reconnaissance de la fiscalité comme pilier du développement. Nous sommes donc engagés dans cette transition où le développement est appréhendé différemment et le discours a évolué, mais nous n'avons pas encore agi concrètement, et c'est tout l'enjeu actuel. Ainsi, en 2015, nous convenons à l'échelle mondiale que la coopération fiscale internationale, visant notamment à corriger les inégalités de droits d'imposition auxquelles sont confrontés les pays à faible revenu, est essentielle pour concrétiser les ODD. Alors, à mi-parcours des ODD, voire au-delà, qu'avons-nous accompli en matière de coopération fiscale internationale ? Eh bien, c'est en attente. Nous n'avons en réalité rien fait pour le moment. Certes, il y a eu des tentatives pour intégrer certains pays à faible revenu dans les processus de l'OCDE, mais cela a surtout été source de frustration. Il est apparu clairement que les voix ne sont pas entendues, que les pays sont présents sur le papier M. Oui, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de rappeler qu'il n'y a pas de développement sans mobilisation des ressources fiscales, notamment la mobilisation des ressources domestiques et dont la fiscalité est en droite ligne de ces objectifs de développement durable. Alors, les discussions ont débuté à l'ONU. Nous avons eu la chance d'écouter le représentant du Ghana dans le comité ad hoc qui doit établir les termes de référence de ce cadre de coopération fiscale inclusif. Il participait à la conférence des ministres de l'économie et des finances organisée par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique au Zimbabwe. Écoutons ce qu'il a partagé avec nous de sa première expérience. Maintenant, ce qui ressort, et nous avons commencé un peu avant que la résolution ne soit adoptée, c'est qu'il semble y avoir des positions quelque peu figées, dirons-nous, dans le sens où une partie du Nord global s'oppose à une partie du Sud. Pour que le traité fonctionne, nous avons besoin de beaucoup plus de coopération. C'est donc l'un des points sur lesquels je dois travailler, au niveau ministériel et technique, pour obtenir cette coopération indispensable. Pour ceux qui ont suivi les discussions sur UNTV pendant la session, la question de la prise de décision a pris beaucoup de temps pour parvenir à un compromis. Je ne suis pas certain que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous, et cela a été retiré à la fin. C'est un aspect sur lequel nous devons vraiment nous pencher en termes de plaidoyer auprès de nos ministres pour obtenir ce consensus. L'autre point qui a été un véritable défi, et j'y reviendrai plus tard, concerne également l'engagement des parties prenantes, en veillant à ce qu'elles aient leur mot à dire. Et cela ne doit pas se limiter aux parties prenantes les plus vocales, si je puis dire. Au niveau de nos pays, nous devons commencer à examiner nos systèmes fiscaux en relation avec la fiscalité nationale et les sujets qui nous semblent pertinents et qui devraient figurer dans le cadre. Le mandat n'est que la première étape. Il définira comment ces éléments doivent être abordés, les structures et les composantes que j'ai mentionnées.
Mais c'est un aspect sur lequel nous devons travailler. Car une fois que le rapport du comité ad hoc sera accepté par l'Assemblée générale plus tard dans l'année, l'étape suivante sera les négociations proprement dites sur le cadre. Nous devons donc commencer à travailler sur le contenu. Ici, je pense qu'il faut saluer le travail accompli par la Commission de l'UA, la CEA, l'ATAF et les autres agences pour nous amener jusqu'ici. Ils nous ont rassemblés, ils nous ont poussés, ils nous ont réunis en tant que continent. Ils ont plaidé pour de nombreuses réalisations. Et il est crucial que nous poursuivions, voire que nous resserrions encore les liens à l'avenir. C'est une opportunité pour nous, essentiellement au Sud global, de faire entendre notre voix et de veiller à ce que nos préoccupations soient prises en compte. Les discussions sont très difficiles. On a vu dès le premier jour le bloc des pays membres de l'OCDE qui jusque-là poussait cette organisation de la fiscalité mondiale, ont freiné des 4 pieds. Ils n'ont rien voulu adopter dans le sens des intérêts des pays du Grand Sud. Il était notamment question de savoir est-ce qu'on adopterait les différentes résolutions à la majorité, comme c'est le cas dans le cadre des Nations Unies, ou par consensus, comme l'OCDE a toujours prétendu ou alors a toujours présenté le faire. Et dans une certaine mesure, on a l'impression que tout aussi bien Tax Justice Network Africa et tous ceux qui militent pour un changement de paradigme dans le cadre fiscal mondial, qui est pourtant reconnu comme étant problématique, on a l'impression qu'ils sont contre les multinationales. Alex Cobram a expliqué et clarifié ce point. Au contraire, nous ne sommes pas contre les entreprises, nous ne sommes pas contre le secteur privé, nous sommes pour les inégalités. Écoutez Alex Cobram qui clarifie sur ce point. Souvent, les gens pensent que la justice fiscale est un programme anti-business, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. La justice fiscale est le programme le plus favorable aux entreprises parmi tous les programmes de justice économique. Lorsque quelqu'un comme moi se lève et dit que nous devons mettre fin aux abus fiscaux des multinationales, il est facile pour ces dernières de se tourner vers leurs décideurs politiques et de leur dire « Regardez, ces gars ne sont pas de votre côté, ils sont l'ennemi des entreprises, l'ennemi du progrès économique. » En réalité, si nous luttons contre les abus fiscaux des multinationales, c'est en grande partie à cause des dommages qu'ils causent au secteur privé. Nous savons que dans tous les pays du monde, les petites et moyennes entreprises nationales sont le moteur de la croissance économique, le principal pourvoyeur d'emplois et la source de la majeure partie du dynamisme entrepreneurial de nos économies. Mais nous savons aussi qu'il existe ce phénomène du « milieu manquant », à savoir que ces entreprises nationales de taille moyenne en pleine croissance ont tendance à ne pas exister en nombre suffisant. Et la raison en est qu'elles sont celles qui paient le plus d'impôts. Au bas de l'échelle, vous avez des taux d'imposition plus faibles, soit par choix, soit dans le secteur informel. Au sommet, vous avez l'ingénierie fiscale la plus agressive, artificiellement, par les multinationales. Ce sont ces petites et moyennes entreprises, dont nous dépendons tous, qui sont les plus touchées par l'absence de justice fiscale, si vous voulez, et elles doivent faire face à la concurrence de ces très grandes multinationales qui ne jouent tout simplement pas selon les mêmes règles. Il s'agit donc vraiment d'un programme visant à établir des règles du jeu équitables si l'on pense au secteur privé, et il s'agit de redonner à nos économies les opportunités de croissance de l'emploi et de dynamisme qui sont en réalité supprimées par le pouvoir de monopole croissant des multinationales, en partie dû à leur capacité à ne pas payer d'impôts. La société civile africaine n'est pas en reste. Elle a poussé les États, elle a poussé avec des partenariats institutionnels pour que finalement on en arrive tous à être convaincus du bien fondé de ces négociations dans le cadre des Nations Unies. Une en particulier, Tax Justice Network Africa, a pris son bâton de pèlerin, formé les parlementaires, les journalistes, discuter avec des entreprises, mener le plaidoyer sur le front des institutions africaines. Écoutons sa directrice exécutive, Cheney Mokumba, qui nous dit pourquoi pour elle,
Aujourd'hui, ces discussions sont d'une grande importance. Chiney s'exprimait aussi dans le cadre du panel organisé par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Lorsque nous considérons où nous en sommes aujourd'hui, il s'agit véritablement d'une occasion historique et cruciale. Et si je dis cela, c'est parce que l'architecture financière mondiale actuelle dont nous discutons aujourd'hui a été établie avant même que de nombreux pays africains n'existent. De ce fait, les règles qui sous-tendent l'architecture financière mondiale actuelle ne jouent pas en notre faveur. Dès que les pays en développement ont eu l'opportunité de contribuer à la prise de décision, ils ont commencé à demander une réallocation des droits d'imposition et la création d'un organisme fiscal, mais cela n'a pas gagné en traction. C'est parce que cette conversation n'a pas abouti que nous avons ensuite vu l'OCDE prendre les devants dans le débat fiscal actuel. Je souligne cela pour mettre en évidence le fait que la discussion que nous avons aujourd'hui, actuellement menée par les pays africains, n'est pas nouvelle. Elle dure depuis des décennies, mais nous nous trouvons face à une opportunité de réformer concrètement le système actuel qui, s'il n'est pas traité, compromet notre capacité à nous engager dans la mobilisation des ressources nationales. Ainsi, lorsque nous avons cette discussion, il est important de mentionner que les décideurs actuels, pour reprendre les termes du Dr Morsi, sont composés de 38 pays qui ont actuellement le pouvoir de défendre l'architecture actuelle, et nous avons l'opportunité de créer un système inclusif et beaucoup plus équitable. En ce qui concerne ce que nous, la société civile, aimerions voir, ce n'est rien de différent de ce que les pays en développement, ce que les pays africains réclament depuis quelques décennies. Oui, absolument. Avec Chiney, on note très bien qu'on est à un moment très important aussi pour des pays africains, notamment ceux qui sont les plus petits, ceux dont on n'entend pas toujours la voix. Nous avons eu l'occasion d'écouter une des ministres du Zimbabwe qui s'est exprimée sur le point de savoir pourquoi elle estimait que ce mouvement vers les Nations Unies était une chose importante. Elle parle, vous écouterez, du cauchemar du collecteur d'impôts en Afrique. Comment être sûr que nous avons bien collecté l'impôt? Écoutez notre commissaire du Zimbabwe. En tant qu'administration fiscale, votre pire cauchemar est de savoir comment garantir une collecte efficace des recettes. Les discussions ont porté sur la manière d'équilibrer la mobilisation des ressources nationales en se concentrant sur les entités locales, par rapport aux multinationales. Mais je pense que nous sommes confrontés à des problèmes de flux financiers illicites, résultant d'une évasion fiscale agressive et d'une planification fiscale. Et quand on regarde la structure, elle ne donne pas aux autorités fiscales ou au système de collecte des impôts les moyens d'être efficaces, car le cadre international a déjà créé des obstacles à l'imposition des multinationales. Comme le montre la TAF, les 100 plus grandes entreprises multinationales résident dans le Nord global. Alors, comment m'attaquer à une entreprise très organisée, bien structurée, déjà rodée et soutenue? Tout emploie des fiscalistes hautement qualifiés. Donc, en venant du Sud global, j'essaie de débloquer des droits d'imposition qui ont déjà été protégés par les lois fiscales internationales. Et je tente de démêler les structures complexes qui transfèrent l'argent du Sud global vers le Nord global. Donc, quand on regarde ce dont nous avons besoin en tant que Sud-Sud, et je suis heureux quand je me penche sur la résolution qui a été adoptée en décembre 2023, qui nous a donné l'occasion de voir ce que nous pouvons faire pour influencer la configuration du monde international dans ce forum. Alors maintenant, on sait tous que c'est très important. De toute façon, on le sait depuis. Mais aujourd'hui, quels sont nos objectifs? Comment on doit s'organiser? Nous écoutons Jamal, c'est un représentant de la Commission de l'Union africaine. Il faisait aussi entendre sa voix à l'occasion de ce panel.
organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Écoutons Jamal. When the first draft was submitted in November, I looked at that resolution and I found it... Lorsque le premier projet a été soumis en novembre, j'ai examiné cette résolution et je l'ai trouvée vraiment juste. Elle était très inclusive et impliquait réellement les membres de l'OCDE. J'ai senti que c'était une résolution équitable. Puis est venu le moment du vote. Quand le vote a eu lieu, la première chose que j'ai reçue sur mon WhatsApp était un écran de vote très intéressant. La plupart des pays de l'OCDE ont rejeté la résolution, ils ont voté non ou se sont abstenus. Et bien sûr, de l'autre côté, les pays du Sud ont voté positivement pour cette résolution. Je me suis alors demandé, ces collègues de l'OCDE, je pense qu'ils collaborent, travaillent entre eux, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'une des dernières batailles. C'est la réalité. La réalité, ce qu'ils nous disent parfois, n'est pas vraiment ce que nous pensions ou ce n'est pas vraiment la vérité. C'est là que nous revenons à ce que vous appelez les écrits textuels entre ce qui est juste, entre les transnationales, celles qui investissent dans le pays, et blablabla, comme l'a mentionné le docteur Morsi. Quelles sont les choses trompeuses qu'elles font? Nous devons être très honnêtes à nouveau. Sur le terrain, la plupart des multinationales, surtout en matière d'investissement, perdent l'un de leurs moyens d'évasion fiscale, l'utilisation du principe PC, ingénierie, approvisionnement et construction. Cela signifie que vous leur confiez l'ensemble du projet, qu'elles le mettent en œuvre, et c'est là que commence le jeu entre l'investissement dans le pays et leur façon de faire leur comptabilité. Plus vous regardez à l'intérieur, plus vous creusez, plus vous analysez, plus vous trouvez des choses incroyables. La plupart des droits d'imposition, la plupart d'entre eux, sortent du pays de manière légale, pas illégale, mais la façon dont cela a été fait, parce que tout a été orchestré par l'OCDE, pas par nous. C'est là que, comme je l'ai mentionné, la COA et la CEA se tiennent ensemble, vraiment pour travailler, maintenant pour apporter un soutien à notre ambassadeur, l'ambassadeur africain, qui siège là-bas à New York. Et nous avons bien sûr déjà soumis notre position sur cette question, et nous soutenons. Voilà où nous en sommes. J'aimerais juste commencer par donner la réalité globale, puis nous entrerons peut-être dans ce que nous pouvons faire en regardant vers l'avenir. Ce que nous pouvons faire en regardant vers l'avenir, c'est de nous associer. Ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Il s'agit vraiment pour le Sud d'avoir une approche équitable et équilibrée en matière de fiscalité et de droit. Et c'est quelque chose pour lequel nous pensons que nous devons vraiment nous battre tous ensemble, unis, et visant le même objectif. United, targeting the same objective. Avoir plus de coordination, se donner des ambitions beaucoup plus globales pour attirer le maximum de voix favorables. C'est aussi l'avis qu'ont partagé plusieurs autres experts présents à ce panel, mais la ministre du Zimbabwe a mis l'accent sur un point important. Il faudrait que la voix des petits pays soit entendue. Elle parlait par petit pays, le Zimbabwe. Écoutons ce qu'elle a dit et ajoutons surtout qu'elle a pensé aussi qu'il est question de se réapproprier le droit de taxer. Un peu comme le principe de la représentation qui est un des principes de la justice fiscale chez Tax Justice Network. Écoutons une fois de plus la commissaire du Zimbabwe. Mes commentaires seraient que pour être efficace dans l'imposition des multinationales, nous devons également exploiter l'économie numérique dont parlait le professeur Chichemu. Nous avons besoin d'un soutien fort de la part des États membres, et ce soutien est là pour nous assurer que nous poussons à une augmentation des économies. Vous avez parlé plutôt de 4 grands pays qui examinent les termes de référence. Qu'en est-il des pays plus petits? Où se situe le Zimbabwe? Par exemple, nous ne voulons pas être laissés pour compte. Le Malawi ne veut pas être laissé pour compte. Si vous regardez la contribution actuelle des impôts au PIB, nous devons nous améliorer. Les questions d'inclusivité sont donc cruciales. Il faut impliquer chaque membre, malgré et en dépit de leur taille, et s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde.
Nous comprenons et contribuons aux termes de référence d'autres forums. Par exemple, vous avez la TAF. Je pense que la TAF a été là, soutenant tous les États membres pour s'assurer que nous sommes au courant de ce qui se passe sur le forum international. Notre voix est également entendue et représentée au forum international. Les questions d'inclusivité sont donc essentielles alors que nous avançons. Nous voulons également voir le Sud global pousser pour la simplicité. La fiscalité est un domaine très complexe. Oui, vous pouvez parler de morale et de social, mais quand vous introduisez la dimension de la complexité, cela devient totalement différent. C'est pourquoi vous avez des équipes fiscales hautement spécialisées qui gèrent ces multinationales. Ce que nous voulons, c'est la simplicité pour nous assurer que les pays du Sud global sont capables de s'adapter, de mettre en œuvre, de collecter et d'optimiser la collecte des recettes dans le cadre des règles fiscales internationales. Je vous l'ai dit, dans cette nouvelle bataille africaine, nous poussons avec les institutions régionales africaines, les pays africains, mais aussi la société civile africaine, qui elle aussi continuera de faire du plaidoyer, d'apporter l'expertise qu'elle a pu accumuler tout au long de ces discussions. Écoutons les propositions, les suggestions de Chiney. Elle est la directrice exécutive de Tax Justice Network Africa. Elle présente ce que elle voit comme étant des priorités sur lesquelles il faudra à tout prix que les négociateurs africains insistent. Écoutons Chiney. La première chose que nous aimerions voir dans la Convention cadre est l'établissement de principes de coopération fiscale qui parlent d'égalité, de transparence et d'universalité. Actuellement, près de la moitié des pays africains n'ont pas leur mot à dire lorsqu'il s'agit de l'élaboration des règles en matière de système fiscal. Il est donc important que lorsque nous réfléchissons à la Convention cadre, ces principes fondamentaux soient au cœur du processus. Deuxièmement, il est essentiel que nous mettions en place une structure de gouvernance, une structure inclusive qui permette à tous les États membres de participer à l'établissement de l'agenda. Nous avons besoin d'un organe décisionnel inclusif, où tous les pays participent sur un pied d'égalité. J'écoutais le commissaire général Shinamasa mentionner à l'instant que dans le système actuel, où entendez-vous la voix de pays comme le Zimbabwe, par exemple? Actuellement, ce qui est promu aux Nations Unies pourrait potentiellement créer une plateforme où les voix de tous les pays peuvent être entendues. La troisième chose que nous aimerions voir dans la Convention cadre est une convention qui tienne compte des besoins et des priorités des pays en développement. Actuellement, le système que nous avons, comme je l'ai mentionné précédemment, est biaisé en faveur des pays développés. De ce fait, de nombreux pays en développement peinent à répondre aux attentes, aux règles et aux réglementations en vigueur. Nous avons maintenant l'occasion, en incluant les voix des pays en développement dans la prise de décision, de créer un système qui permet et qui tient compte, comme je l'ai mentionné, des priorités et des besoins des pays en développement. Le quatrième point important à mentionner qui pourrait également faire partie de cette convention cadre est que lorsque vous pensez à la fiscalité, vous ne pouvez pas la considérer comme une question cloisonnée. Il est important de penser à la fiscalité dans ses relations avec le commerce, avec les questions de justice sociale et économique, et même avec les questions environnementales, en nous appuyant sur la session que nous avons eue ce matin. Avoir cette conversation aux Nations Unies permet d'établir facilement ces liens, car c'est le forum où toutes ces autres conversations ont lieu. Enfin, la cinquième chose que nous aimerions voir dans la Convention cadre est l'établissement d'une plateforme, d'une structure, qui possède les principes nécessaires pour que la conversation sur des sujets plus spécifiques puisse être entendue. Nous entrons vraiment dans des questions techniques en ce moment. Ce que nous devons faire, c'est établir une base, à partir de laquelle nous pourrons ensuite avoir des conversations sur des sujets importants, tels que les protocoles sur les flux financiers illicites.
Daniel a également mentionné que l'une des conversations rarement abordées au niveau international est celle des industries extractives. Ainsi, dans la mesure où nous pouvons avoir une structure de base étayée par des principes, qui servira de plateforme sur laquelle nous pourrons ensuite établir des protocoles pour avoir davantage de ces conversations techniques. En conclusion, je pense qu'il est important de reconnaître que la mesure dans laquelle nous sommes capables de résoudre les problèmes au niveau mondial est cruciale, car à moins que nous ne soyons capables de combler les diverses lacunes qui existent et dont de nombreuses multinationales peuvent tirer profit, tout cela sape les efforts que nous pouvons faire au niveau national. Undermines any effort that we may be making at national level. On l'a tous écouté, il faudrait que la voix des petits pays soit entendue, nous devons avoir plus de coordination parce qu'en face, ils sont coordonnés, ils ont les moyens, ils parlent d'une même voix. Nous devons renforcer notre capacité technique, nous devons surtout bâtir notre plaidoyer, notre argumentaire sur des principes fondamentaux, des principes de transparence, des principes de participation, de représentativité. Nous ne devons pas avoir peur de nous renseigner sur des questions techniques. Évidemment, là-dessus, Tax Justice Network pourra très bien aussi apporter l'expertise qu'elle a pu accumuler en travaillant sur ces principaux indices, notamment l'indice d'opacité financière, Financial Secrecy Index, l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales, le Corporate Tax Haven Index, mais aussi son rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, au cours desquels elle a pu faire des diagnostics indépendants sur la situation fiscale de certains pays. Et nous savons aujourd'hui de quel côté de la balance se situent ceux des pays qui estiment que cette discussion dans le cadre de l'ONU est un peu futile parce qu'on pourrait construire sur ce qu'a déjà fait l'OCDE. Évidemment, ça c'est un autre sujet, mais avant même d'avoir des arguments techniques, il faudra savoir négocier. C'est ce qu'a dit un intervenant. Je crois avoir vu que c'était Claver Gatete, le secrétaire exécutif actuel de l'UNECA. Je crois avoir vu que c'était lui. Il donnait des conseils en matière de diplomatie à l'ONU. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut bien organiser la façon de fonctionner. Écoutons ces précieux conseils basés sur sa propre expérience. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez avancer vos arguments. J'y étais. Je voulais juste vous raconter cette histoire pour que vous compreniez comment cela fonctionne. J'étais co-facilitateur de la conférence mondiale, et j'ai dû commencer par expliquer pourquoi il voulait quelqu'un du Sud et quelqu'un du Nord. J'étais donc là, co-facilitant avec ma sœur de Suède. Et lorsque nous faisons cela, vous voulez vous assurer de commencer par le groupe africain. Alors vous allez briefer le groupe africain. Dans le groupe africain, vous trouvez certaines grandes missions. Il y en a de plus petites. Et la plupart des capacités sont principalement liées aux affaires étrangères, et non techniques, comme ceux dont vous discutez ici. Nous regardons les personnes au sein du groupe africain, qui seraient réellement en mesure d'aider les autres à avancer. Et nous nous sommes assurés d'être en contact avec la mission d'observateur de l'Union africaine. Mais quand vous allez dans d'autres régions, oh mon Dieu, c'est là que vous comprenez à quel point notre situation est grave. Vous constatez qu'ils disent les mêmes choses de différentes manières, ce qui signifie que pendant la nuit, ils se sont coordonnés sur la façon dont ils viennent à une réunion, et comment ils se préparent. C'était donc très difficile parce que je devais travailler avec le groupe africain, je devais travailler avec le G77 plus la Chine, c'est 134 pays plus la Chine, ce qui est plutôt bien. Tout ce sur quoi ils se mettent d'accord, passe en raison de la majorité. Alors maintenant, vous êtes appelés dans différentes capitales. Washington DC, l'Union européenne. Le Royaume-Uni, nous sommes allés au Japon. Vous êtes presque tout le temps en déplacement. Mais une fois que vous y êtes, vous constatez qu'ils sont organisés. Nous parlons de technologie. Certains d'entre eux, selon la technologie dont vous parlez, si nous parlons par exemple de l'IA,
vous constatez qu'il y a une partie de l'IA qui doit être réglementée. Et il y a certains pays qui sont très sensibles sur certaines questions. Vous devez donc comprendre ce type de connaissances, puis les ramener et fournir les capacités nécessaires. Maintenant, quand il s'agit de cette question, et c'est pourquoi la présentation de Jamel est très importante, vous devez vraiment comprendre ceci. Peu importe à quel point ce que vous dites est merveilleux et juste. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, une bataille a été gagnée en décembre 2023, mais la guerre se poursuit. Jusqu'où elle se poursuivra? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais nous serons là pour vous la conter. Nous serons là grâce à Tax Justice Network et à tous les bailleurs de fonds qui soutiennent notre mouvement. Nous serons là aussi grâce à nos experts qui continuent de travailler. Je rappelle d'ailleurs que sous notre égide, avec d'autres partenaires européens et le Global Tax Alliance, nous organisons cette rencontre à Paris au cours de laquelle nous allons discuter de l'implication des discussions fiscales au niveau des Nations Unies. Nous allons discuter de pourquoi c'est important, de comment se mobiliser, de comment mener le plaidoyer, et ce sera un important moment d'apprentissage. Je rappelle que vous pouvez écouter votre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube de notre podcast www.impôts et justice sociale et écouter tous les autres programmes sur notre chaîne. N'hésitez pas à visiter notre tout nouveau site internet podcast avec taxjustice.net et recherchez votre programme en français. Pour ceux qui préfèrent les réseaux sociaux, Twitter, #ImpôtsSocial, Facebook, page Impôts et Justice Sociale, et pour ceux qui ont Stitcher et toutes les autres applications de podcast, recherchez votre programme. Voilà tout pour cet épisode. À très bientôt pour encore plus d'informations sur les discussions fiscales et surtout plus de sensibilisation sur les raisons de batailler à l'ONU, notamment pour les pays d'Afrique francophone, subsaharienne et même d'Afrique tout court, parce que la bataille vous concerne aussi. À très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin de vos impôts.